Bonjour. Je pense qu'on va attendre encore une petite minute parce que je vois que ça continue à rentrer. Je pense qu'on peut commencer. Ok, bah Sabine, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre mobilisation. Je vois qu'on a, alors j'ai pas compté le nombre de participants là à 13h30, mais on a plus de presque 70 inscrits, donc une belle réussite. Vous dire que ce n'est qu'un début, puisque l'année 2025, on la veut être une année de la qualité de l'air. Effectivement, la région est chef de file sur ce sujet de la qualité de l'air et on a toujours cette impression de ne jamais en faire assez et à juste titre puisque le sujet de l'air est un sujet de santé publique et on a toujours tendance à dire que quand on a des pollutions sur d'autres thématiques comme l'eau par exemple, il suffit de couper les vannes et de ne pas boire l'eau, mais l'air, on est bien obligé de la respirer. Donc voilà, donc il y a un enjeu fort pour qu'on puisse prendre ce sujet à la hauteur du défi. Donc c'est un sujet qui énerve en fait, qui innerve toutes nos politiques, à la fois des politiques qui pourraient être la cause de la pollution de l'air, mais des politiques qui pourraient être aussi source de solutions. Hein. Vous êtes vous-même sur plusieurs thématiques, que ce soit le développement économique, l'urbanisme, l'environnement, la mobilité, l'aménagement, l'habitat et bien sûr la santé. Voilà, donc la région est pleinement légitime à travailler sur ce sujet qui est éminemment transversal et en même temps très fédérateur et mobilisateur. Et on le voit bien aujourd'hui avec votre participation. Alors, vous dire encore deux choses avant de passer la parole à Atmo, c'est qu'on a un partenaire de taille qui s'appelle Atmo Grand Est, je les laisserai se présenter. Voilà, un partenariat historique qui a cette capacité, faculté en fait de tenir en fait un observatoire, d'avoir la connaissance de la qualité de l'air en Grand Est.
Alors, pas seulement sur l'air, ils travaillent aussi sur les gaz à effet de serre. Alors, ils vont vous expliquer, hein, ils vont vous expliquer tout ça. Ils travaillent aussi sur les consommations d'énergie, donc plus globalement. Et puis, vous dire que c'est qu'un début parce on vous réserve un petit programme sur l'année 2025. Je n'en dirai pas plus. Des ateliers pour avoir un travail un peu plus de proximité avec vous et ne pas rester seulement sur une présentation dématérialisée. Voilà, bah, Emmanuel, je te repasse le micro et encore merci pour votre participation et on espère ce premier webinaire riche pour vous donner des idées de leviers d'action à mener ensuite tous ensemble. Merci Emmanuel. Merci Sabine. Donc merci beaucoup à la région pour nous avoir permis de vous partager une partie de notre expertise et puis vous accompagner pour répondre à l'ensemble de vos interrogations sur les thématiques air, climat, énergie. Donc effectivement, on travaille énormément avec probablement un grand nombre d'entre vous sur ces thématiques qui sont des thématiques très transversales par rapport aux différentes politiques publiques qui sont portées par la région Grand Est, qui reste effectivement un partenaire très important pour notre structure. Donc, je me présente rapidement, Emmanuelle Drapsomsou, je suis directrice accompagnement et développement au sein d'Atmo Grand Est. Et cette présentation donc, sera réalisée à deux voix, une présentation qui devrait durer une quarantaine de minutes, avec une première partie plus contextuelle et plus générique de mon côté, et ensuite Michel Marquez, qui est responsable de l'unité accompagnement, ira un petit peu plus en détail sur les bilans concernant à la fois l'exposition à la pollution, mais également aux différents leviers d'action qui sont présents sur le territoire. Vous avez possibilité, comme vous êtes assez nombreux, donc les micros, les caméras sont fermés de manière automatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans le fil de la conversation et on y répondra donc à l'issue de cette présentation. On a prévu 20 minutes d'échange. Donc, vous avez le temps, effectivement, au fur et à mesure de nous questionner, au fur et à mesure de l'intervention. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, Michel, c'est bon? C'est bon. OK. Alors déjà, une présentation d'Atmo Grand Est, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous sommes une association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Nous sommes issus d'une demande de l'Europe pour que chaque État membre assure la surveillance de la qualité de l'air en tout point du territoire. Donc une grande partie de notre mission est réglementaire. Et l'État a notamment défini dans la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie que cette surveillance était assurée par l'État avec le concours des collectivités, bien entendu, dans le respect de leur libre administration et principe de décentralisation. Donc l'État a agréé sur l'ensemble du territoire, métropole et ultramarin également, dans sa totalité, une association de surveillance de la qualité de l'air qui est agréée pour cette mission. Donc rapidement, notre principal métier, c'est de produire de la donnée, mesurer, produire de la donnée dans un premier temps. Pour ce faire, on s'appuie sur environ 70 stations de surveillance de la qualité de l'air qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Au sein de chacune de ces stations de surveillance, nous avons plusieurs analyseurs. Donc, c'est à peu près 184 analyseurs qui sont dispatchés sur l'ensemble de la région où on suit un grand nombre de polluants. Vous avez un analyseur par polluant. Au niveau des équipes, nous sommes 85 salariés, ce qui fait de nous l'une des associations de surveillance de la qualité de l'air la plus grosse, aux côtés d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes une structure associative, donc nous sommes pilotés par nos membres, notre conseil d'administration, donc 255 membres répartis dans 4 collèges qui sont présents à parité, des représentants de l'État, donc principalement les services de l'ADREAL avec qui on travaille beaucoup, et puis également l'ADEME, bien entendu, l'ARS et d'autres services déconcentrés de l'État. Au niveau des collectivités territoriales, donc également, enfin, qui concerne principalement les collectivités qui sont les plus importantes et qui sont bien souvent confrontées assez rapidement à des problématiques air, mais la région occupe le poste de vice-présidence de manière systématique. 157 émetteurs, donc industriels, qui nous font confiance et qui effectivement nous versent une partie de leur taxe générale sur les activités polluantes, ce qui en fait des membres de fait. Et puis une quarantaine d'associations de protection de l'environnement et personnalités qualifiées en santé ou en environnement. Donc nous
avons 4 sites qui sont répartis sur la région Grand Est, Reims, Metz, Nancy, Strasbourg. Et comme nous sommes producteurs de données, nous sommes forcément extrêmement attachés à la fiabilité des données qui sont produites. Elles alimentent le niveau national et elles alimentent également l'Europe. Donc, nous sommes notamment assujettis à des référentiels qui sont portés par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, qui intègre notamment l'INERIS et le laboratoire national d'essai, des reconnaissances qualité, certification AFNOR et accréditation COFRAC pour les aspects techniques. Et nous faisons partie également des quelques associations qui suivent la radioactivité gamma ambiante. Donc, nous bénéficions de l'agrément d'autorité sûreté nucléaire pour ce faire. En termes de mission, donc au-delà de cette production de données, il s'agit de construire et de partager un diagnostic territorial de la qualité de l'air qui soit partagé avec l'ensemble des acteurs du territoire pour bien identifier les enjeux et les leviers d'action qui peuvent être activés pour réduire les émissions à la source. L'objectif est aussi d'étudier potentiellement différents scénarios pour identifier donc les solutions les plus adaptées au territoire qui peuvent différer effectivement en fonction des caractéristiques de ces territoires, évaluer au cours du temps les actions qui ont été mises en place, travailler également sur l'amélioration des connaissances concernant certaines thématiques ou certains nouveaux polluants, et bien sûr une action très transversale qui est relative à la communication, à l'information, à la sensibilisation, qui doit accompagner, y compris l'appropriation du diagnostic, mais également toute la réflexion qui accompagne la mise en œuvre, la construction et la mise en œuvre des plans d'action sur ces thématiques air, climat, énergie, santé. Alors, un distinguo qu'il est important à avoir en tête et qui parfois peut être confusant, puisque Atmo Grand Est produit ces 2 types de données. D'une part, on produit des données en termes d'émissions. Ces données figurent sur le site internet de l'Observatoire donc Air, Climat, Énergie du Grand Est, qui est alimenté par Atmo Grand Est et piloté avec le soutien de Climaction par les services de l'État, l'ADEME et la région Grand Est. Donc l'objectif est de collecter, et on en parlera un petit peu plus tard, un très grand nombre de données pour identifier pour un polluant donné, sur un territoire donné, quelles sont les principales sources émettrices de ce polluant. Donc, ça permet notamment d'identifier la part relative de ces différentes sources et donc les leviers d'action qui sont les plus efficaces sur le territoire pour réduire cette pollution atmosphérique. Ces informations sont mises à jour de manière annuelle et donc sont disponibles sur ce lien qui figure sur la slide. Deuxième type d'informations que nous produisons, des informations par polluant relatives aux concentrations du polluant. Là, ces informations sont plutôt à disposition sur le site d'Atmo Grand Est. Elles sont construites par la mesure à partir de nos stations fixes de surveillance qui sont réparties sur la région et complétées par nos outils de modélisation qui nous permettent de produire des cartes de pollution à différentes échelles sur l'ensemble du territoire. Ces concentrations permettent de connaître l'exposition sanitaire à la pollution et de vérifier notamment si la réglementation dans l'air ambiant est respectée. Donc ces 2 informations sont des informations qui ne sont pas équivalentes. Vous pouvez avoir pour un niveau d'émission constant des niveaux de concentration en fonction du point où vous vous trouvez sur le territoire et de l'environnement autour de ce territoire, des niveaux de concentration qui peuvent être variables. Donc, il est important, effectivement, si on veut assurer une gestion de la qualité de l'air performante, de réduire les émissions à la source en s'appuyant sur les bilans en émissions pour identifier les leviers d'action les plus pertinents, mais aussi de vérifier par le suivi des concentrations qu'il n'y a pas de problématique de pollution sanitaire qui pourrait émerger. Concernant nos missions, notre mission réglementaire, elle concerne finalement un périmètre qui peut être considéré comme assez restreint. C'est une douzaine de polluants qui sont réglementés dans l'air ambiant, à la fois des gaz, les oxydes d'azote, dont vous avez probablement entendu parler, fortement associés au trafic, le dioxyde de soufre dont on parle extrêmement peu parce que c'est des niveaux qui sont assez anecdotiques depuis plusieurs décennies, des particules, comme les particules dites PM10, particules inférieures à 10 microns. 10 microns, c'est à peu près 1/5 d'épaisseur de cheveux. Donc, on descend sur des niveaux en termes de taille qui sont extrêmement petits.
Les PM2,5, particules inférieures à 2,5 microns, donc qui sont encore plus petites et qui vont donc plus profondément dans l'arbre bronchique et donc présentent un impact sanitaire plus important. Vous avez d'autres gaz, le benzène, qui est issu principalement des gaz d'échappement, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui peuvent être gazeux ou particulières, issus notamment des combustions biomasse, et les métaux lourds. Alors, concernant ces polluants réglementés, on pourrait se dire une douzaine de polluants, c'est pas énorme. Néanmoins, ils sont quand même représentatifs de différentes activités polluantes et un petit peu traceurs de certaines sources de pollution. Néanmoins, Atmo Grand Est, en tant qu'association assez importante, est aussi en capacité, au-delà de ces polluants réglementés, de travailler à l'amélioration des connaissances sur des polluants qui, à ce jour, ne sont pas réglementés, mais sur lesquels nous avons des informations et des observatoires de suivi. C'est le cas des pesticides, des particules ultra fines. Alors, les particules ultra fines, c'est ce que l'on appelle les PM01, donc inférieurs à 0,1 micron. L'ammoniac, les PFAS, qui ont beaucoup défrayé la chronique. Il y a actuellement une étude exploratoire qui est en cours cette année, le carbone suie. Et puis, on peut parler d'autres polluants, effectivement, que nous suivons, mais qui ne sont pas émis par l'activité humaine. C'est le cas des pollens. Et puis, d'autres thématiques liées au climat, les gaz à effet de serre, les problématiques d'odeur ou d'air intérieur. Sur tous ces sujets, nous avons une expertise et effectivement, nous produisons de l'information. Concernant les enjeux plus spécifiquement air et santé, il est toujours important de revenir à la définition réglementaire de la pollution atmosphérique. Un polluant est considéré, enfin une substance pardon, est considérée comme polluante lorsqu'elle est issue d'une activité humaine, qu'elle a été introduite par l'homme de manière directe ou de manière indirecte dans l'air ambiant, dans l'atmosphère ou dans les espaces clos. Et ces substances, lorsque les niveaux de concentration ont un impact, sont considérées comme une pollution. Donc, impact en termes de santé humaine, en termes de ressources biologiques, d'écosystèmes, influence sur les changements climatiques, détérioration des biens matériels, c'est notamment les phénomènes de croûte noire que l'on observe sur le patrimoine bâti en proximité de sources trafic, ou alors provoquer des nuisances olfactives. Tous ces impacts conduisent à considérer comme polluant une substance à partir du moment où effectivement son niveau de concentration a un impact. Plus précisément, concernant l'impact sanitaire des polluants, ces informations sont de plus en plus consolidées au cours du temps. Et on se rend compte effectivement que plus on travaille sur le sujet et plus l'impact se révèle important. Alors, ces impacts sont de deux natures. Vous avez les impacts à court terme, lorsque vous êtes exposé à des niveaux de pollution sur, en général, des périodes assez courtes, assez brèves, mais des niveaux assez conséquents. C'est notamment les phénomènes de pics de pollution qui peuvent se produire de manière récurrente. Donc les symptômes sont bien connus, symptômes irritatifs, aggravation des pathologies respiratoires, mais pas que, également cardiaques. Et on observe systématiquement en période de pic de pollution l'augmentation d'hospitalisation pour ces causes, respiratoires ou cardiaques. Donc vous avez des effets à court terme, vous avez aussi des effets à long terme. Les effets à long terme peuvent aller jusqu'à une perte d'espérance de vie et de mortalité. Les chiffres produits par Santé publique France précisent que en France, vous avez à peu près 40 000 décès prématurés par an dus aux particules les plus fines, les PM2,5. 7 000 décès prématurés sont attribuables à l'exposition au NO2 compte tenu des concentrations en moyenne qui sont observées en France. Vous avez également des effets à long terme qui sont moins finaux, donc développement de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, développement de cancer du poumon. Et plus récemment, on a effectivement distingué ce lien important entre pollution de l'air et diabète de type 2. Donc vous avez un petit schéma qui vous présente effectivement un iceberg. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on vous parle des 40 000 décès prématurés par an en France, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. En réalité, s'agissant soit de développement ou d'aggravation de maladies cardiovasculaires ou respiratoires, de détérioration de certaines fonctions d'organismes ou de gènes, vous avez un socle de population qui est beaucoup, beaucoup plus important par cet impact, mais qui est beaucoup plus difficile à quantifier. Donc, ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que l'impact chronique reste le plus impactant par rapport à des effets à court terme. Donc, il est important de travailler à la réduction des concentrations moyennes, finalement, de la pollution.
pour être réellement efficace. Alors, il y a des questionnements qui demeurent, hein, qui continuent à être recherchés. On a identifié des corrélations, pas forcément des causalités, parce que les travaux continuent sur le sujet, des interrogations entre liens pollution et troubles de la reproduction, liens entre développement de l'enfant, autisme et pollution, et entre pollution et affections neurologiques de type Parkinson ou Alzheimer. Alors, les populations les plus sensibles aux phénomènes de pollution atmosphérique sont bien identifiées, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les seniors et les personnes souffrant d'affections respiratoires ou cardiovasculaires. Alors, ces éléments ont été chiffrés dans le cadre d'une étude que je vous conseille de consulter par Santé publique France, qui a fait une évaluation à l'échelle régionale de l'impact de 2 polluants, le dioxyde d'azote et les particules ultrafines, sur chacune des régions de France. Donc, vous avez ici les chiffres qui ont été établis au vu des niveaux de concentration qui sont observés. Et notamment, vous pouvez constater que sur la pollution en termes de dioxyde d'azote, on pourrait éviter plusieurs centaines de nouveaux cas liés à un certain nombre de pathologies, asthme ou pneumopathie ou infections respiratoires diverses. Et concernant les particules fines, vous voyez qu'effectivement, le spectre est encore plus large, notamment avec près de 2300 nouveaux cas liés à l'asthme chez les plus jeunes, ce qui n'est pas négligeable puisque c'est 15% des nouveaux cas. Et effectivement, également des cas évitables s'agissant du diabète de type 2. Près de 1100 cas seraient évités si effectivement on réduisait les niveaux de concentration actuels à des niveaux relatifs à ceux préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pour réduire effectivement la pollution, on a principalement 2 leviers. Le levier qui est relatif à la mobilité, à la réduction du trafic routier, et également l'amélioration des conditions de chauffage, qui est lui-même pourvoyeur dans certaines conditions, notamment de particules. On peut également évaluer le bénéfice économique si on réduisait les niveaux de pollution. Il y a effectivement une commission d'enquête qui commence à dater, mais qui continue à faire foi, qui a été menée par le Sénat concernant le coût économique et financier de la pollution de l'air, avec une évaluation en termes de coûts sanitaires par an en France de près de 30 milliards d'euros. Si on prend en compte tous les facteurs impactés par la pollution atmosphérique, le coût total est à minimum à 100 milliards d'euros, donc intégrant les pertes de rendement agricole, dégradation des bâtiments, dépenses de santé bien sûr, perte de biodiversité, absentéisme, perte de productivité, etc. Donc, ce qui représente près de 1 500 euros par habitant et par an en France. Une étude plus récente menée en 2020 par un consortium d'associations qui travaillaient sur les problématiques de trafic ont évalué le coût économique pour chacune des régions, y compris villes moyennes, sur l'ensemble de l'Europe. Donc ici, je vous ai extrait uniquement une grande partie des villes du Grand Est, avec en haut du podium Londres, avec un coût en termes de pollution liée au trafic évalué à 11 milliards d'euros par an. Paris, c'est la première ville qui a le coût le plus élevé, près de 3 milliards. Et puis ensuite, pour les grosses villes, on est à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et pour les villes de taille moyenne, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Cette étude a montré également que si on réduit de 1% le trafic, on réduit ce coût de 0,5%. Donc, toute action qui peut être menée pour réduire les niveaux de concentration, quels que soient ces niveaux, même s'il est faible, aura un gain sanitaire, mais également un gain économique. Et une dernière notion qui est importante à avoir à l'esprit, lorsqu'on parle de l'air et du climat, il y a des interactions qui sont fortes sur ces 2 thématiques. Pourquoi le climat impacte l'air? Via différents facteurs, les hausses de température caniculaires qui conduisent au développement de certains polluants, notamment de l'ozone. L'ozone est un polluant qui va résulter de réactions chimiques qui vont être favorisées lorsqu'il fait chaud, que les températures sont élevées et que l'insolation est également importante. Donc, évidemment, on peut s'attendre dans un cadre d'une évolution et d'un réchauffement climatique à une augmentation, qui est attendue, des niveaux de concentration en ozone qu'on évoquera un petit peu plus tard. Température élevée, ça veut dire aussi modification des saisons polliniques, dont on sait que la problématique allergie au pollen reste un enjeu de santé publique important, avec notamment des saisons plus précoces et parfois des pics plus intenses, fonction effectivement des pollens. Des étés secs, ça veut dire aussi une
faciliter, favoriser potentiellement effectivement des feux de forêt, puisque sur la région Grand Est, on est également pourvu d'une couverture forestière qui est sensible à ce type de facteurs. Et qui dit feu de forêt dit évidemment émission d'un certain nombre de composés qui peuvent être problématiques. L'assèchement des sols conduit à une remise en suspension des particules qui, pour certaines, sont imprégnées de substances polluantes. Et puis également, vous avez une évolution, notamment une extension des zones relatives à l'arrivée d'espèces invasives, qu'elles soient animales ou végétales, et qui effectivement migrent vers le nord du pays. Alors l'air impacte également le climat. L'interaction marche aussi dans ce sens-là. Les particules vont agir au niveau du climat en fonction de leur nature. Soit elles vont conduire à un forçage radiatif positif, c'est-à-dire elles vont augmenter encore plus les températures, et d'autres, à l'inverse, vont plutôt refroidir. Alors, tout dépend vraiment de la composition exacte de ces particules. Elles vont aussi également influer sur la modification des régimes pluvieux, que vous avez toute une chimie, ce qu'on appelle la chimie des nuages, qui, effectivement, en fonction de la caractéristique de la particule, va conduire à des événements précipitants plus ou moins importants. Et puis l'ozone, qui en tant que polluant, agit aussi directement sur la photosynthèse des plantes avec des processus d'altération et un ralentissement de la croissance des végétaux qui impacte directement les rendements agricoles, par exemple, ou qui pose problème au niveau du développement des forêts. Et puis, vous avez du coup une illustration de ces interactions assez fortes. Lorsque vous avez à la fois un pic de pollution atmosphérique et un pic en pollen, eh bien, pour les personnes allergiques, ça signifie une aggravation de leurs symptômes parce que les polluants vont concrètement augmenter le caractère allergisant de ces particules via différents phénomènes. Donc, il est vraiment important, lorsqu'on travaille sur ces thématiques air, climat, énergie, santé, de prendre la santé vraiment comme déterminant des politiques air et climat pour éviter notamment d'être confronté à des effets contre-productifs. On a pour habitude de considérer que pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on va mettre en œuvre des actions qui vont réduire les gaz à effet de serre et de fait vont effectivement réduire la pollution. C'est vrai si effectivement ces actions sont relatives à une réduction de la consommation d'énergie fossile. Dans les autres cas, ce n'est pas forcément systématique. Et ça peut même conduire à des effets contre-productifs lorsque, par exemple, on fait appel au chauffage au bois de manière trop importante ou de manière non, comment dirais-je, insuffisamment pensée. Il y a également la problématique de la densification urbaine, un espace effectivement très dense et favorable à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais peut à l'inverse conduire à faire émerger des situations d'accumulation de pollution. Lorsqu'on parle également d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, il ne faut jamais oublier qu'un bâtiment qui vérifie des bons niveaux de performance énergétique ne doit pas être un bâtiment qui confine et qui conduit à une accumulation de pollution dans un bâtiment. Donc la santé doit vraiment rester comme levier d'action de la lutte contre le réchauffement climatique. Et en termes d'illustration par rapport à l'ensemble des politiques publiques qui sont effectivement déployées sur le territoire à différentes échelles, alors il y a un concept qui est de plus en plus porté, qui émerge de plus en plus pour justement répondre de manière efficace à toutes ces problématiques, c'est l'urbanisme favorable à la santé. Et par rapport aux 8 axes de l'urbanisme favorable à la santé, eh bien l'air, de manière directe ou indirecte, est présent dans 4 d'entre eux. Donc ça reste effectivement un levier intéressant pour travailler sur les politiques publiques et répondre à l'ensemble des enjeux et des problématiques sur ces sujets. Je passe la parole à Michel Marquez. Michel, tu n'as pas ton micro. Voilà. C'est bon. Bonjour à toutes et tous, et donc je continue cette présentation avec une partie très concrète sur les résultats de mesure, notamment de surveillance de la qualité de l'air en termes de concentration.
avec en rappel donc le dispositif de surveillance de la qualité de l'air d'Atmo Grand Est qui est réparti à travers les 70 stations de mesure qui ont été évoquées tout à l'heure sur l'ensemble de la région, avec des typologies de stations qui sont différentes selon qu'elles visent à mettre en évidence une pollution qui est plutôt d'origine urbaine ou sous influence industrielle ou sous influence du trafic automobile. Donc un dispositif également de surveillance de la radioactivité. C'est une spécificité de la région Grand Est que d'avoir ce type de surveillance sur l'ensemble de la région et un ensemble aussi de capteurs qui mesurent le pollen sur la région Grand Est en continu. En complément de ces dispositifs fixes qui fonctionnent toute l'année, on a des dispositifs de campagne de mesures qui vont venir compléter notre vision de l'état de la qualité de l'air à travers des mesures qui vont être mises en place pour mettre en évidence des enjeux particuliers soit à proximité d'industriels ou bien dans des objectifs de suivi, de mise en place de projets type d'aménagement routier ou bien des problématiques par exemple de transport aérien à proximité des aéroports. Ce dispositif de surveillance à travers les stations de mesure fixes est complété par un outil de modélisation qui va nous permettre de suivre, d'avoir une information sur l'état de la qualité de l'air en tout point du territoire. Alors cet outil de modélisation, il est alimenté bien sûr par les résultats de mesure de nos stations fixes, mais il est également alimenté par les informations des inventaires sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais ces informations liées aux émissions, elles sont représentatives des activités humaines des différents secteurs d'activités qui sont émetteurs de polluants atmosphériques. Ces informations sur les émissions et sur les stations de mesure sont complétées par des informations sur la météo, les vents, la direction des vents, la vitesse des vents, l'ensoleillement, la température, et aussi des informations sur la topographie, puisque le relief ainsi que les bâtiments peuvent conduire à contrarier la dispersion des polluants ou à favoriser leur interaction et donc la chimie de l'atmosphère. L'ensemble de ces informations va donc permettre de générer des cartes de modélisation, mais aussi des cartes de prévision, puisqu'on va pouvoir avoir une information sous 4 échéances temporelles, donc entre aujourd'hui et demain, après-demain et encore le surlendemain. Donc on a quatre niveaux d'information dans le temps comme ça, et cela sur l'ensemble du territoire du Grand Est, mais aussi à des échelles de territoire qui vont descendre jusqu'à l'EPCI, voire des niveaux encore inférieurs. Ces informations, ces outils dont on dispose ont pour objectif de nous permettre de répondre à l'exigence de l'Union européenne de positionner l'exposition des populations par rapport à des valeurs limites réglementaires. Actuellement, nous sommes régis par les directives de l'Union européenne qui datent de 2004 et 2008 et pour lesquelles, à titre d'exemple, j'ai retenu le dioxyde d'azote, les PM10 et les PM2,5. Et donc, on a actuellement ces valeurs-là qui nous disent pour le dioxyde d'azote qu'on doit respecter une valeur de moyenne annuelle de 40 microgrammes. Idem pour les PM10 et pour les PM2,5, on ne doit pas dépasser une valeur en moyenne annuelle de 25 microgrammes. L'Union européenne, dans une perspective de plus grande protection de la santé des populations, a pris une nouvelle directive qui va entrer en vigueur en France en 2026 au plus tard et qui a pour horizon 2030 avec des nouvelles exigences. Et donc pour le dioxyde d'azote, le NO2 donc, et les PM10, l'exigence a été augmentée par 2 puisqu'on passe de valeurs limites de 40 microgrammes à des valeurs limites à 20 microgrammes. Pour les PM10, la nouvelle valeur limite en 2030 sera de 10 microgrammes en moyenne annuelle. Donc on voit qu'on a quelque chose qui vient renforcer la surveillance, donc pour protéger plus encore la santé des populations. Et puis au-delà de ces valeurs de l'Union européenne, il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui elle aussi a édité des valeurs guides pour protéger encore plus la santé des populations avec donc des valeurs à 10 microgrammes pour le NO2, 15 microgrammes pour les PM10 et 5 microgrammes pour les PM2,5. Cette valeur-là de 5 microgrammes est une très grande exigence. On va le voir tout à l'heure à travers des valeurs que je vais vous présenter.
Si on regarde maintenant de façon un peu plus détaillée pour 4 polluants, l'évolution des concentrations sur le Grand Est, s'agissant du dioxyde d'azote, le NO2, qui est un polluant qu'on a l'habitude de qualifier comme un traceur de l'activité du trafic automobile, eh bien, ce qu'on observe quand même, c'est que depuis 2010, alors avec là un graphe qui vous montre des enregistrements sur quelques stations du Grand Est, eh bien, on a une diminution continue depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, avec la ligne rouge qui se trouve en haut, qui est la valeur limite réglementaire à 40 microgrammes par mètre cube, donc vous voyez qu'elle est respectée, qu'on est même bien en dessous. La valeur future 2030 qui est respectée pour toutes les stations que je vous ai présentées, et la valeur de l'OMS vers laquelle on commence à s'approcher, mais on ne l'a pas encore atteint. Donc on a quand même cette dynamique de diminution des niveaux de concentration pour le dioxyde d'azote. Sur la droite, vous avez la carte de modélisation de la moyenne annuelle pour le dioxyde d'azote sur la région Grand Est pour l'année 2023. Cette carte, elle est représentée avec les exigences de la future directive et des valeurs limites de 2030. C'est volontaire, c'est pour faire ressortir, on a au sein d'Atmo Grand Est cette volonté déjà de proposer des cartes qui se projettent sur les futures exigences réglementaires pour mettre en évidence les lieux où il y a un enjeu sur le territoire en termes d'exposition des populations. Et donc ce qui ressort sur cette carte du Grand Est pour ce polluant, le NO2, qui est un traceur du trafic automobile, eh bien, on voit les grandes agglomérations où évidemment il y a un trafic qui est important, mais on voit aussi ressortir tous les axes, les grandes autoroutes qui structurent évidemment la mobilité sur nos territoires pour le secteur automobile et le secteur routier. Si on regarde l'évolution des particules PM10, donc inférieures à 10 micromètres, eh bien, on voit aussi qu'on est, depuis 2010, sur une tendance à la baisse, avec, encore une fois, le respect de la valeur limite réglementaire des 40 microgrammes par mètre cube, mais aussi le respect de la valeur de l'OMS, de la valeur de l'Union européenne de 2030 et le respect des 15 microgrammes de l'OMS pour, pour ces stations qui sont présentées là. Sur la carte, on a quelque chose qui est différent de la carte du NO2 tout à l'heure, on voit une répartition plus uniforme des niveaux de particules PM10 sur le territoire du Grand Est. Cela est dû au fait que les émissions et donc les secteurs qui contribuent à la pollution au PM10 sont plus larges et ne sont pas limités au trafic routier, comme c'était le cas pour les oxydes d'azote tout à l'heure, puisque les particules sont aussi et en grande quantité émises par le secteur résidentiel qui donc occupe la quasi-totalité du territoire, à l'exception, on le voit par exemple, des massifs montagneux, massif des Vosges sur cette carte-là. Autre polluant, les évolutions des concentrations en particules fines PM2,5, où là aussi, on voit qu'on a une nette diminution depuis 2010 des niveaux de particules PM2,5 sur le territoire du Grand Est. Alors on a moins de cours parce que c'est un polluant qui est surveillé à moins d'endroits, mais néanmoins, là où on le mesure, eh bien, on observe avec cet historique de 2010 une nette diminution et la valeur limite de 2030 qui est pour les stations qui sont présentées est déjà respectée pour ces 4 stations-là. Ce que l'on retrouve sur la carte de modélisation pour le bilan de l'année 2023 et en appliquant les règles, les valeurs limites de 2030, eh bien, on voit encore une fois qu'on a quelque chose de plus diffus sur le territoire, qui concerne plus le territoire, parce que là encore, les particules PM2,5 sont émises par le secteur résidentiel, donc qui concerne tout le territoire. Néanmoins, on voit quand même ressortir aussi les axes routiers, parce que le secteur du trafic est aussi un émetteur de particules fines à travers la combustion, mais aussi à travers l'abrasion des pneus, des routes, des freins et des embrayages. Donc, ce sont les particules non liées à l'énergie qui contribuent aussi à la pollution, à ce polluant-là. Dernier polluant que je vous présente, c'est l'ozone. Donc ce polluant un peu particulier qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un polluant dit secondaire. Il n'est émis directement par aucune source liée à l'activité humaine. En revanche, il se forme sous l'effet du rayonnement solaire à partir d'autres polluants, notamment
le NO2, le dioxyde d'azote, mais ce qu'on appelle aussi des composés organiques volatiles, qui sont des résidus imbrûlés, notamment du trafic automobile. Eh bien, ce qu'on observe, c'est, à l'inverse des autres polluants, une augmentation à peu près continue depuis 2010 des concentrations en ozone sur l'ensemble du territoire. Alors, ce n'est pas propre à la région Grand Est, c'est un phénomène qui est observé sur l'ensemble du territoire national, qui trouve son origine à travers le changement climatique et notamment les périodes d'ensoleillement plus fréquentes, plus longues et des températures plus élevées. Néanmoins, comme par ailleurs on a vu que les oxydes d'azote, les autres polluants étaient eux en diminution, eh bien on a quand même un phénomène qui est, j'ai pas envie de dire maîtrisé, mais en tout cas pour lequel on a une augmentation des niveaux de fond, mais on n'a pas une augmentation des épisodes de pollution, d'ailleurs la pollution, les périodes de pic de pollution. Si vous êtes sensible à ces informations-là, vous avez peut-être noté qu'on a tous les ans pas beaucoup d'épisodes de pollution à l'ozone. Mais néanmoins, le niveau de fond augmente. Et sur la carte de droite, ce qu'on observe, c'est que l'ozone est un polluant aussi très régional et que l'Alsace, le bassin du Rhin, est très impacté compte tenu notamment de sa topographie particulière et de son climat un peu particulier qui fait que l'ozone s'y forme plus préférentiellement que sur le reste du territoire de la région Grand Est. En termes de bilan d'exposition des populations, puisque c'est la finalité quand même de toutes ces mesures-là, si on regarde par rapport aux directives, à la directive européenne actuelle, eh bien on constate que pour les trois polluants, le dioxyde d'azote, les PM10 et les PM2,5, on n'a pas d'exposition des populations. On a ici une estimation à moins de 100 habitants pour le dioxyde d'azote, mais en tout cas, on n'a pas de dépassement véritable d'exposition des populations. Si on se projette maintenant à l'horizon 2030 avec la nouvelle directive, on constate que la situation va changer pour le dioxyde d'azote et pour les PM2,5, pour lesquels on a déjà plus de 10 000 habitants, 15 000 habitants pour les PM2,5. Enfin, si on regarde les valeurs de l'OMS, les valeurs guides de l'OMS, alors là, on est carrément dans quelque chose de beaucoup plus prononcé en termes d'exposition des populations, puisqu'on est à près de 150 000 habitants, 1 500 000 habitants pour le NO2, et on est à la totalité de la population du Grand Est exposée aux particules PM2,5 par rapport à la valeur guide de l'OMS, je vous rappelle, 5 microgrammes par mètre cube, qui est une valeur qui est extrêmement exigeante. En complément de ces informations sur l'état des concentrations et donc de l'exposition directe des populations, Atmo Grand Est gère aussi un outil qui est l'Observatoire Climat et Rénergie, qui est un outil au service des territoires et qui va s'intéresser aux émissions, mais aussi aux consommations d'énergie et à la production d'énergie. Et donc ce travail-là va générer ce qu'on appelle l'inventaire des émissions. C'est un travail qui s'appuie sur la collecte d'un grand nombre d'informations à travers plus de 300 sources, des fournisseurs d'énergie, mais aussi des industriels, des collectivités, auprès desquels nous allons récupérer un grand nombre d'informations que nous allons territorialiser, répartir sur le territoire, les EPCI, les communes et parfois à des échelles plus petites encore que la commune, à travers des calculs que nous allons faire pour nous assurer que ces informations sont bien réparties sur le territoire. Nous faisons ce travail-là tous les ans et nous le territorialisons, nous faisons ce qu'on appelle des cadastres des émissions, c'est-à-dire des cartes avec des informations qui sont géolocalisées. On fait ça pour 72 polluants, pour 8 catégories d'énergie, et nous avons un historique de 10 années. C'est un outil essentiel dont l'existence est permise grâce à une convention que nous avons entre Atmo Grand Est, la région Grand Est, l'ADEME et l'État, et donc qui nous permet d'avoir cet outil qui est extrêmement utile pour la région, mais aussi pour l'ensemble des territoires du Grand Est. Cet outil, donc l'Observatoire, pour lequel je vous rappelle aussi ici les liens où vous pourrez aller retrouver l'ensemble de ces informations, permet de donner différents éléments de suivi. Alors, on a des outils, les chiffres clés en un clin d'œil, qui est une petite synthèse en 4 pages, qui est très didactique et très intéressante, où on va trouver les informations essentielles pour
chacun des territoires. On a des choses un peu plus complexes, le diagramme de flux, qui est cet outil-là, la facture énergétique des territoires, qui va permettre d'avoir une vision sur le coût de l'énergie des territoires, mais aussi les ressources en euros qui sont générées par la production d'énergie sur les territoires. Et puis, on a un outil qui s'appelle le tableau de bord des territoires, où pour chaque EPCI, chaque département ou à l'échelle de la région, vous allez pouvoir retrouver des informations très détaillées, notamment avec les historiques dont je vous parlais tout à l'heure, pour un grand nombre de paramètres, les polluants, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'Observatoire Air Climat Énergie, c'est un outil essentiel au pilotage de la région Grand Est et de tous les territoires qui la composent. Dans cet observatoire, on va retrouver évidemment les émissions qui concernent les polluants pour lesquels, par ailleurs, on mesure la concentration à travers nos stations de mesure. Et donc, de la même manière qu'on constate, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des diminutions des concentrations sur les polluants que nous mesurons, on constate aussi, et c'est heureux, des diminutions des émissions pour les différents polluants que nous comptabilisons dans cet inventaire. Alors, pour chaque polluant, on va retrouver des émetteurs qui sont différents en fonction des secteurs. Alors, par exemple, si on regarde l'ammoniac, on observe que l'ammoniac a son origine essentiellement dans l'activité agricole, qui à plus de 90% est responsable des émissions d'ammoniac. Si on regarde les oxydes d'azote dont je vous parlais tout à l'heure, le secteur automobile, du trafic automobile est responsable à 35% des émissions d'oxyde d'azote. Mais le secteur agricole est aussi important et le secteur industriel n'est pas très loin non plus. Pour les particules PM2,5 et pour les particules PM10, le secteur résidentiel est largement, et en tout cas pour les PM2,5, est largement prépondérant. Et donc cette analyse des sources d'émissions des différents polluants en fonction des secteurs est très importante parce qu'elle permet, comme ça a déjà été évoqué, d'identifier des leviers d'action. C'est-à-dire que si on veut améliorer les émissions, réduire les émissions de PM2,5 sur le Grand Est, on sait que c'est au niveau du secteur résidentiel qu'il va falloir avoir une action. De même, si on veut réduire les émissions d'oxyde d'azote, c'est le secteur routier qui va permettre d'atteindre un objectif le plus rapidement possible. Ces informations qui sont collectées dans l'Observatoire Air Climat Énergie permettent aussi de suivre la position du SRADET au regard des objectifs qui sont fixés dans le SRADET. Et donc, ce qu'on observe en bleu ici, ce sont tous les objectifs pour 2030. Eh bien, on observe qu'en 2022, on a quand même une progression qui est très intéressante pour les PM2,5, puisqu'on est à moins 44%, alors que l'objectif de 2030 est moins 56%. Pour les oxydes d'azote, on est à moins 64%, là où en 2030, on attend un objectif à moins 72%. Et donc, sur les polluants atmosphériques, il y a une très bonne progression de la région Grand Est au regard des objectifs du SRADET qui sont fixés. S'agissant des émissions de gaz à effet de serre essentielles dans les enjeux de climat et de changement climatique, de réchauffement de notre atmosphère, eh bien, sur la région Grand Est, on observe une contribution à part égale pour le secteur du transport routier et de l'industrie, qui sont contributeurs à hauteur de 29% chacun, mais de l'agriculture aussi, qui est derrière, et du secteur résidentiel qui est à 11%. Pardon. Ce qu'on en observe aussi, c'est qu'on a une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 jusqu'à maintenant. Donc on est aussi sur une dynamique qui est positive, puisque l'objectif du SRADET 2030 est moins 54% et qu'on est actuellement à moins 52%. Alors à noter quand même que cette diminution des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, elle est largement due à la diminution des émissions du secteur industriel, puisqu'il y a eu des fermetures d'industries sur notre région, mais il y a aussi des améliorations des procédés industriels qui sont donc moins émetteurs de gaz à effet de serre. Le secteur routier, pour sa part, n'a pas vraiment diminué ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir, à travers cet historique, une lecture précise des différents secteurs, des dynamiques engagées sur la région et des leviers qui vont pouvoir être activés. La consommation d'énergie sur les secteurs du Grand Est, avec 3 secteurs prédominants, l'industrie, le résidentiel et le secteur des transports.
Donc là, ce que l'on observe, c'est que depuis 2012, la dynamique, elle est beaucoup moins à la baisse que pour les les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a une dynamique qui est moins bonne et donc qui contribue à maintenir des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, puisque la consommation d'énergie est intimement liée aux émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, cette dynamique qui est moins bonne que pour les informations précédentes, on la retrouve dans l'objectif du SRADET qui est à 2030 à moins 29% et qui nous positionne aujourd'hui seulement à moins 11%. Et donc, on voit que sur la consommation d'énergie, on a un peu de retard. En tout cas, l'objectif de 2030, on en est quand même un peu loin pour le moment encore. Parallèlement à ça, là, je viens de vous parler de la consommation d'énergie. Eh bien, au niveau de la région Grand Est, on a une augmentation de la production d'énergie que l'on observe depuis 2005, où là, on a une belle dynamique, pour le coup, qui est observée avec le poids important de la ressource en bois, mais aussi de l'hydraulique, de l'hydraulique ici, de l'éolien ici, et puis des agrocarburants. Donc, on a tout un ensemble de sources de production d'énergie renouvelable qui viennent contribuer à améliorer ce que l'on appelle le ratio, la part des énergies renouvelables comparée à la consommation d'énergie. Et donc, ce ratio, à l'horizon 2030, il doit être de 41% dans les objectifs du SRADET. Actuellement, il est à 26%. Donc, il y a une progression qui est nette. Si on veut améliorer ce ratio, il faut d'un côté augmenter la part des énergies renouvelables, mais il faut aussi diminuer la consommation d'énergie. Et donc, en jouant sur ces deux paramètres, eh bien, on améliorera le ratio ENR. En synthèse, Atmo Grand Est accompagne l'ensemble des territoires, je vous l'ai déjà dit, la région, les départements, mais aussi les EPCI, à travers un ensemble de productions, les cartes de modélisation que je vous ai présentées, mais d'autres outils, des notes à enjeu, des bilans qualité de l'air à station, les chiffres clés en un clin d'œil qui ont été évoqués tout à l'heure, une application Air2Go, par exemple, qui permet à tout un chacun, dans son téléphone portable, son smartphone, d'avoir cette application et qui lui permet, sur un parcours donné entre un point A et un point B, d'avoir un état de la qualité de l'air et donc permet de prendre la bonne décision sur sa mobilité. Des informations aussi sur la qualité de l'air intérieur, le portage d'un projet Interreg sur un outil de réalité virtuelle pour l'amélioration des enjeux et des objectifs des territoires sur le changement climatique. Donc, l'accompagnement d'Atmo Grand Est auprès des territoires, c'est un ensemble d'informations qui sont au quotidien et tout au long de l'année. Je vous invite à retrouver sur notre site internet plus en détail l'ensemble des informations, des rapports d'études, des indices de qualité de l'air qui concernent la commune sur laquelle vous habitez, ou vous travaillez, ou vous avez des proches, peu importe, vous pourrez trouver un grand nombre d'informations sur notre site internet. Et puis enfin, pour aller plus loin avec vous, on vous propose 4 ateliers à 3 dates différentes et pour chacun d'entre eux 2 créneaux, donc 24 possibilités pour vous d'aller plus loin, d'en savoir plus sur les odeurs, sur les pollens, sur la qualité de l'air intérieur et aussi sur l'escape game Live VR qui fait l'objet du projet Interreg dont je vous ai parlé. Ces ateliers se dérouleront à Châlons le 15 mai, à Metz le 22 mai et à Strasbourg le 5 juin dans les bâtiments de la région Grand Est. On vous attend entre 12h30 et 13h, de 13h à 13h30, et si vraiment il y a beaucoup de volontaires, on pourra même faire une session bonus entre 13h30 et 14h. Pour vous inscrire, c'est sur la plateforme Céleste qui est gérée par la région Grand Est. Et j'en ai terminé et je vous remercie. Et on est à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Michel. Je vois qu'au niveau des questions, il y a effectivement une interrogation. Notre région est grandement impactée par l'épandage d'entrants agricoles, pesticides, fongicides. Que disent les concentrations évaluées par des prélèvements dans les stations lors des pics ou des bruits de fond? Alors effectivement, bon là, on n'a pas eu trop l'occasion ni trop le temps de discuter de cette problématique qui reste une problématique importante sur la région. On est une région très agricole, comme d'autres d'ailleurs, avec une activité en termes de grande culture, arboriculture également et viticulture, qui est conséquente. Donc,
Donc, Atmo Grand Est, effectivement, a un observatoire de suivi des pesticides. À noter que les pesticides dans l'air ne sont pas réglementés. Ça, c'est un point important. Ça veut dire simplement que même si on suit les niveaux en concentration de ces pesticides, on n'est pas en capacité à ce jour de pouvoir accompagner les acteurs du territoire et de répondre notamment aux interrogations de la population pour dire est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, effectivement, ça permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Mais voilà, en l'absence de valeurs réglementaires ou de valeurs de gestion qui n'existent pas dans l'air, on ne peut pas aller au-delà du suivi des concentrations en pesticides dans l'air. Donc, ces concentrations, enfin, les pesticides dans l'air sont réglementés dans l'eau, dans l'alimentation, ce n'est pas le cas dans l'air. Néanmoins, depuis 20 ans que les pesticides sont mesurés par les associations de surveillance de la qualité de l'air, en 2021, le ministère en charge de l'Environnement a considéré que c'était des substances particulières dans l'air qui méritaient un suivi permanent. Donc, de fait, nous avons effectivement des suivis qui sont réalisés sur des points qui sont permanents ou qui sont mobiles. L'État exige à minimum un point de mesure dans chaque région de France. Sur le territoire du Grand Est, c'est la zone de Reims qui a été choisie de par son environnement et de par l'historique, puisque Reims est un des sites les plus anciens en suivi pesticides à l'échelle nationale. Ces informations sont réactualisées tous les ans et font l'objet d'un rapport que je vous invite également à consulter. Globalement, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a 3 catégories de pesticides qui sont suivies, les insecticides, les fongicides et les herbicides. Les insecticides, dans l'air, on en détecte très peu en termes de concentration par substance ou de cumul de concentration de pesticides. En revanche, les fongicides sont assez présents en période printanière, mais vous avez un pic qui est le pic le plus important en termes d'exposition aux pesticides dans l'air, qui se déroule pendant l'automne, à proximité des parcelles plutôt grandes cultures, et qui notamment présente des niveaux très significatif par rapport au bruit de fond que l'on observe habituellement. À avoir également à l'esprit, concernant les pesticides, habituellement, l'ordre de grandeur concernant les polluants réglementés, on est en microgrammes par mètre cube. Lorsqu'on travaille sur les pesticides, on est en nanogrammes par mètre cube, c'est-à-dire qu'on est 1000 fois moins. Donc, ce qui explique aussi que la réglementation, si réglementation il doit y avoir sur les pesticides dans l'air, est forcément beaucoup plus longue parce que technologiquement, il faut que les laboratoires puissent suivre en termes de techniques d'analyse, et ce qui conditionne aussi des prélèvements qui parfois sont assez délicats. Néanmoins, il existe des normes AFNOR, et qui viennent d'être consolidées, qui sont en cours de consolidation d'ailleurs à partir de versions qui étaient des versions de projet. Donc, il n'y a pas de problématique actuelle sur la fiabilité des données, mais on est en forte attente donc, de ces valeurs de gestion. Pour information, au niveau national, la Fédération Atmo France a sollicité l'ANSES et le ministère pour avancer plus rapidement sur cette question de l'identification de valeurs réglementaires. Et l'ANSES s'est saisi de la question sur la faisabilité de ce travail qui est actuellement en cours, qui s'est donné 2 ans pour identifier si une réponse est possible ou pas. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je ne vois pas d'autres dans le chat questions-réponses, il y a 3 questions. Donc, il y a une question qui a été posée par Isabelle Saladé qui nous demande si on a observé un impact du développement des pompes à chaleur et de la climatisation sur la qualité de l'air. Alors, sur cette question-là, donc la réponse sur l'impact direct sur la qualité de l'air entre les pompes à chaleur et la climatisation, ce n'est pas une information à laquelle on a accès comme ça directement, parce que de manière générale, le lien entre les émissions polluantes liées notamment aux équipements pour produire de l'énergie et la qualité de l'air, on ne fait pas directement ce lien-là. Donc, ce qu'on comptabilise, c'est des émissions qui sont générées par des équipements de chauffage, par exemple le poêle au bois ou le chauffage au gaz, par exemple, et de l'énergie qui est
consommés par ces équipements-là. Donc, ce qu'on observe, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est le développement de la production d'énergie, notamment par les pompes à chaleur, ça c'est d'une part. Et par ailleurs, on regarde la consommation d'énergie, et notamment du secteur résidentiel. Par contre, actuellement, il n'y a pas encore de distinguo qui est fait sur la consommation d'énergie liée au confort d'été, donc à la climatisation. Donc ça, c'est effectivement une information vers laquelle on va aller parce qu'elle elle nous permet quand même d'avoir un impact, de pouvoir déterminer un impact de ce confort d'été sur notre consommation d'énergie. Mais le lien avec la qualité de l'air, ce n'est pas quelque chose dont on dispose. Il nous arrive de faire, dans le cadre de plans climat et d'accompagnement de certains territoires, des scénarisations de l'impact en émissions de certaines actions qui sont mises en œuvre, notamment de la mise en place de réseaux de chaleur ou de rénovation du résidentiel, mais ça reste en émission et pas en qualité de l'air, donc en concentration. Emmanuel, si tu veux compléter. Non, 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 c'est bon. Je pense il y a effectivement trois questions supplémentaires. Si on peut essayer d'y répondre assez rapidement. Donc, dans quelle mesure le territoire du Grand Est va-t-il arriver à respecter les nouvelles obligations européennes liées à la qualité de l'air facilement? Besoin de beaucoup d'efforts. Alors, la graduation n'est pas forcément évidente à identifier. Il est clair qu'il y a effectivement des territoires, si on prend les concentrations actuelles à l'horizon 2030, qui présentent des niveaux de concentration qui, a priori, sont plus élevés que les objectifs du projet de directive. Alors, c'est très variable suivant les territoires. Parfois, c'est un seul polluant qui est concerné, parfois c'est deux, parfois c'est trois. Et bien entendu, les territoires les plus denses et qui ont une activité humaine la plus intense sont en général les plus concernés par ces problématiques. Donc même si effectivement on est descendu sous les valeurs réglementaires pour la réglementation actuellement en vigueur, puisqu'on n'a plus de territoire en dépassement, on sait qu'il va falloir effectivement retravailler cette question-là, puisque ces territoires vont potentiellement de nouveau se retrouver dans des situations où il va falloir encore travailler sur une réduction des concentrations. Après, on sait que plus on va descendre, plus il faut aller chercher les microgrammes, forcément, et plus l'effort va être plus important à fournir antérieurement à ce qu'on a déjà fait précédemment. Autre question sur le lien entre pollution de l'air et pollution de l'eau. Y a-t-il un suivi coordonné? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on se rend compte de plus en plus en termes d'action en matière de politique publique que la transversalité, y compris fonction des différents compartiments environnementaux, est essentielle pour justement ne pas être contre-productive pour certains de ces compartiments si on en travaille sur d'autres. Pour l'instant, c'est très cloisonné. Il y a effectivement les experts de l'air, les experts de l'eau, les experts du sol. Il y a par contre, en revanche, de plus en plus d'espaces qui se mettent en place où l'ensemble de ces experts échangent, discutent. Je vais prendre par exemple l'exemple des pesticides. Au niveau national, l'ANSES a un dispositif qui s'appelle le réseau de phytopharmacovigilance où on se retrouve tous les ans pour discuter de cette thématique. Vous avez autour de la table l'air, les spécialistes de l'eau, de la biodiversité, l'Institut de l'abeille, vous avez l'OFB, vous avez le BRGM pour les sols, etc. Donc, on voit émerger quand même une conscience de cette nécessité de travailler hors silos environnementaux, mais ce n'est pas dans les habitudes et effectivement, il faut des démarches souvent proactives pour ce genre de choses. Après, le lien en termes de pollution, si je reste par rapport aux pesticides, par exemple, ce n'est pas parce que les pesticides sont très présents dans l'eau que vous en avez forcément dans l'air. L'atrazine a été un sujet et reste un sujet dans l'eau, chose que l'on n'observe absolument pas dans l'air. Dans l'air, notre problématique sur les pesticides, c'est le prosulfocarbe, qui est un herbicide qui, lui, dans l'eau, n'est pas trop là. Mais ça, c'est lié aux propriétés, aux caractéristiques physico-chimiques des polluants. Bien souvent, ceux qui sont solubles, et donc, a priori, qu'on retrouve dans l'eau, ne sont pas forcément ceux qui sont volatiles et qu'on retrouve dans l'air. Alors, autre question, comment s'est effectuée la mise en œuvre d'évaluation EQUIS au niveau national, initiative locale, quelle valorisation et moyens? Je te laisse peut-être répondre, Michel.
C'est un travail qui a été fait par Santé publique France, hein, au niveau de la méthodologie. C'est pas une initiative locale, c'est vraiment une initiative nationale. Enfin, ce qui a été évoqué là dans la présentation, c'est au niveau national par Santé publique France. Alors nous, au sein d'Atmo Grand Est, on est aussi dans une approche qui a pour objectif de produire des équipes. On l'a déjà fait à des échelles plus locales. Notamment, on a déjà produit des équipes à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg, de la communauté urbaine du Grand Reims et précédemment de Mulhouse-Alsace Agglomération, de Metz Métropole et de la métropole du Grand Nancy. L'objectif, c'est d'être en capacité très prochainement de produire des équipes à l'échelle de tous les EPCI. Pour cela, on a besoin des informations de concentration en polluants atmosphériques dont Atmo Grand Est dispose, mais aussi d'informations de santé. Et pour cela, on travaille avec un partenaire qui est l'Observatoire régional de la santé en Grand Est. Alors ensuite, je pense qu'on va clôturer parce que effectivement, il est déjà 14h34. Alors il y avait une question effectivement sur PlumeLab. Bon, de manière générale, hein, tous les questionnements que vous pouvez avoir par rapport à des données R qui circulent divers et variés, soit via des applications, soit via l'usage de microcapteurs. Nous, on est toujours vigilants parce que parfois, ils misent sur le marché un certain nombre, notamment de microcapteurs qui ne sont pas forcément consolidés en termes de valeur. Donc, ça peut créer des malentendus par rapport à certaines données et idem par rapport aux applications en fonction des données sources. Si ce sont des données Atmo ou qui peuvent être autres, parfois on ne sait pas trop quelle est la source. Alors, il est clair que nos données sont en open data, mais au-delà de la production des données, il faut aussi comprendre ces données et la rendre éclairante. Et ça, c'est une partie du travail d'Atmo qui est réalisé en partenariat avec les acteurs du territoire, chose que n'ont pas tous ces dispositifs nationaux ou parfois autres, chinois ou même d'autres pays qui s'emparent de la donnée brute, mais qui n'ont pas la compréhension, l'appréhension suffisante par rapport au contexte territorial pour pouvoir les faire parler. Donc, on vous invite vraiment à vérifier les sources et éventuellement à se tourner vers nous si vous avez des interrogations par rapport à des données que vous voyez passer et quel statut plus ou moins fiable on peut leur accorder. Et puis pour répondre à Olivier, en termes de référents territoriaux d'Atmo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc Michel et moi-même, on reste à votre disposition. Et vous avez également des ingénieurs par territoire, par ex-région, au sein d'Atmo Grand Est que vous pouvez contacter. Donc on vous redonnera leurs coordonnées. Brice Gournay pour la Champagne-Ardenne, Audrey Deblé-Davoise pour la Lorraine et Mathilde Vabarta pour l'Alsace. Voilà. Donc, je vous libère. J'espère que cette intervention vous aura donné un certain nombre d'éléments de compréhension. On espère vous revoir aux ateliers. Et d'ici là, n'hésitez pas non plus à nous contacter hein, si vous avez des questionnements par rapport à ces thématiques. En vous remerciant pour votre participation et nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.